Alors, il n'y a pas que le colloque de l'Iliade, il y a aussi le colloque de l'ICEP. Alors, l'Iliade, c'est samedi, vous, c'est le 25 avril. Et donc, vous appartenez tous les deux à l'ICEP, cet institut de formation supérieure qui a été créé par Marion Maréchal. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Mathéo Leroy et Baptiste Navarro, donc tous les deux étudiants à l'ICEP. Vous avez décidé d'organiser un colloque sur un thème bien précis, le débat des médias. Pourquoi ? Alors, on a décidé d'organiser ce colloque, le débat des médias, parce qu'on a pu constater, comme bon nombre de Français, qu'il y a un vrai problème dans notre société actuelle, un vrai problème notamment de censure, et donc remettre en avant le débat l'idée de débattre des médias est venue cette année quand on a repris le média de notre école, donc de l'ICEP, le média qui s'appelle l'ICEPien. Et donc, on pensait que c'était assez important de remettre en avant cette thématique, qui est la pluralité dans les médias. D'autant plus qu'on souhaitait vraiment apporter une pluralité dans les idées. C'est pour ça qu'on a demandé à des médias de tous les bords. Bon, après, certains médias ont accepté, d'autres non. Par exemple, vous avez demandé à Mediapart et ça n'a pas marché. Par exemple, on a demandé à Hugo Clément, par exemple, on n'a pas eu de réponse, mais l'idée, c'était vraiment d'ouvrir le débat des médias à tous les médias pour vraiment apporter une discussion, non seulement des critiques à la situation actuelle, mais également apporter des solutions. C'était vraiment très important pour nous, pour essayer de sortir de cette impasse qui est simplement d'éviter de censurer les médias, comme on a pu le voir avec C8. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ce débat des médias pour essayer de construire et pas seulement critiquer. Alors, quand vous dites construire, il s'agit en fait, entre autres, d'accueillir des médias dits alternatifs, par exemple Radio Courtoisie, au hasard. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que l'Iliade qui fasse sa pub sur cette radio. Et où vous avez donc composé un plateau avec TV Liberté, Radio Courtoisie. Et quels sont les autres médias alternatifs que vous avez mis en avant ? Alors, le jour J, il y aura des journalistes de plusieurs médias. Il y aura donc de Radio Courtoisie, vous avez dit, TVL. Il y aura aussi de Frontières, il y aura de VA+. Il y aura aussi donc Claude Cholet de Logim. Et donc, on a contacté un maximum de médias. Pas tous ont répondu, comme Baptiste l'a déjà dit. Mais il y aura déjà Radio Courtoisie qui... C'est l'essentiel. Il y aura la plus vieille dame, la plus vieille dame de la réinformation. On est ravis. L'idée aussi, c'est que vous allez faire parler des gens qui ont construit ces médias. Voilà, Martial Bill qui a été le directeur général de Radio Liberté, de TV Liberté, Pierre-Alexandre Bouquet qui est le président de Radio Courtoisie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les médias alternatifs ont réussi à construire une offre d'information solide ? Alors déjà, évidemment, on va les interroger sur leur construction. L'idée, c'est de créer aussi un réseau pour qu'on puisse créer aussi de nouveaux médias alternatifs, évidemment, pour créer un maximum de pluralité au niveau des médias et apporter de nouveaux points de vue. Oui, ils ont totalement réussi. Alors évidemment, il y a une sélection, je pense, entre guillemets naturelle qui s'est effectuée. C'était les plus performants qui ont su résister. Mais on le voit aujourd'hui, on a pu visiter hier les locaux de TVL et qui ont pris vraiment une importance très importante. Ils ont augmenté leurs locaux, je pense qu'ils ont multiplié par 3, voire au moins par 3. Donc aujourd'hui, ils ont réussi. En plus, on peut voir leur nombre d'abonnés sur YouTube. On voit qu'ils sont vraiment écoutés et ils prennent de plus en plus d'importance. Et il y a surtout une grande différence avec la plupart des autres médias qui, eux, ne sont pas alternatifs. C'est qu'eux n'ont pas besoin de subventions pour pouvoir survivre. Et en plus, ils n'ont pas besoin de subventions, mais surtout, ils dépendent donc de leurs auditeurs. Et donc, ils ont besoin d'être dans la vérité, pour pouvoir survivre. Sinon, c'est à partir du moment où ils commencent à rentrer dans le faux, etc., les auditeurs changeront de médias et ils passeront, on va dire, à la trappe de l'histoire. J'en profite pour remercier tous les auditeurs de Radio Courtoisie, puisque nous non plus, nous n'avons pas de subventions, qui régulièrement nous permettent de rester dans le vrai et dans la vérité, comme vous le disiez tout à l'heure, Baptiste. Alors, on va pas se lancer dans la guerre des comptes Twitter et des comptes X, pardon, et du nombre d'abonnés sur YouTube, mais nous aussi, on a des bons résultats. Et surtout, rappelons que Radio Courtoisie, c'est 3 millions d'auditeurs uniques mensuels, puisque c'est diffusé sur les ondes hertziennes. Ce n'est pas juste un média numérique. Ces médias alternatifs, on s'en est rendu compte avec Călin Georgescu en Roumanie, on s'en est rendu compte avec Donald Trump lors de ces 2 élections, mais surtout la deuxième élection, ont désormais une part prépondérante en fait vis-à-vis de gens qui avaient pris l'habitude
de ne plus consommer de médias ou d'avoir une opinion, nuancée, pour le dire de cette manière-là, vis-à-vis des voix officielles. Comment peut-on expliquer que les grands médias traditionnels, le journal de référence, Le Monde, Le Figaro, Le Nouvel Observateur, TF1, LCI, ont à ce point-là été victimes d'un discrédit croissant vis-à-vis de la population, des auditeurs, des lecteurs, etc. Je pense qu'en réalité, c'est assez simple, c'est qu'ils se sont créés un univers, en fait, un univers de journalistes, donc ils sont restés entre eux, ils sont discutés entre eux, et en fait, ils ont fini par penser que tout le monde pensait comme eux. Sauf que c'est pas le cas. Toute la France et tout le monde entier, en fait, en réalité, ne pense pas comme eux. Et du coup, le discours s'est détaché progressivement de la pensée du reste de la population. Et progressivement, donc, ils se sont éloignés de ces médias traditionnels qui, en plus, par militantisme, par idéologie, ont raconté des choses, ont eu un biais idéologique, tout simplement un biais politique et même parfois un biais économique. Du fait des subventions, ils sont forcément dépendants de certaines personnes. Donc ça a créé vraiment un décalage entre le discours et ce qu'attendaient les auditeurs et entre la vérité, entre la réalité des faits. Et du coup, les gens sont... Ça, c'est les lois du marché, hein, c'est simple, ils sont tournés progressivement vers des médias qui, eux, comme vous l'avez très bien dit, disent simplement la vérité, ce qui est normalement le rôle de tout journaliste. Mais Mathéo Leroy, dans la manière dont vous avez constitué les tables rondes avec Jordan Florentin, Antoine You, Martial Bill, Marc Menant, donc avec Pierre-Alexandre Bouclet, qu'est-ce qui vous a intéressé particulièrement ? On a cherché à développer des thématiques qui intéressaient le grand public. Donc c'est pour ça qu'il y aura 2 tables rondes le jour J, une sur le rôle grandissant des médias alternatifs et une qui est aussi importante à nos yeux parce que ça parle d'une thématique qui est traitée régulièrement dans les médias dits traditionnels, mais avec un seul point de vue, qui est l'écologie et qui est le rôle important des médias dans l'information sur ce thème-là. Et donc, pourquoi on a décidé de faire ces thèmes et pourquoi on a décidé d'inviter donc les journalistes que vous avez cités précédemment, c'était pour du coup débattre, essayer d'apporter des solutions, essayer de répondre à la question de pourquoi le rôle grandit du côté des médias alternatifs. On a pu voir qu'il y a eu une importance capitale, notamment dans l'élection de Donald Trump. Et c'est cet événement-là qui nous a, pour être honnête, donné l'idée de ce thème, parce que Donald Trump a gagné les élections grâce aux réseaux sociaux et grâce aux journalistes qui ont formé des journaux indépendants, tout simplement. Et notamment le média radiodiffusé qui a été très important. J'ai une fois plus oublié le nom de celui qui a un podcast qui est écouté par des millions de personnes. Joe Rogan. Voilà, Joe Rogan, merci. Et qui a dépassé, en termes de téléspectateurs, des grandes chaînes comme CNews, il me semble, pas CNews, des grandes chaînes américaines qui NBC, sont traditionnelles. etc. NBC, voilà. Et il y a en ce moment dans les médias américains une vague de départ parce que beaucoup de médias progressistes, de médias affiliés plus ou moins ouvertement au Parti démocrate connaissent une baisse de leurs audiences si terrible que la loi du marché, comme vous le citiez tout à l'heure, parce qu'il y a moins de subventions aux États-Unis malgré USAID qu'il n'en a en France, fait que des dizaines de personnes sont obligées de quitter les prébendes confortables qu'ils occupaient dans des grands journaux, dans des grandes chaînes. Est-ce que c'est quelque chose qui risque d'arriver en France ? Alors, je ne suis pas sûr qu'on en soit à ce stade-là en France, parce qu'il y a quand même une part, on en parlait hier avec Baptiste, mais il y a des générations qui continuent de s'informer sur les chaînes de télé, sur les médias dits traditionnels, Libération, Le Monde. Donc, il y a quand même cette part qui est assez importante, mais au vu de la sociologie des nouvelles générations qui utilisent de plus en plus les réseaux sociaux, qui utilisent beaucoup YouTube et Internet, moi, je pense que on va se tourner vers justement une part encore plus importante des médias alternatifs, du fait de leur libre accès, de leur simplicité d'accès. Je pense qu'on se tourne plus vers cela. D'autant plus que... en réalité, en fait, comme je disais, là, donc, il y a des générations qui sont très, 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 très attachées à la télé traditionnelle
et en fait qui sont vraiment dans cet univers. C'est vrai que nous, on a tendance à du coup beaucoup se renseigner au niveau des médias alternatifs, mais il faut bien se rappeler qu'il y a des générations, elles, qui n'en connaissent pas ne serait-ce que l'existence, et donc ils pensent encore que les médias traditionnels disent la vérité, ils sont dans le vrai, et ils suivent, et ils continueront à suivre malheureusement toute leur vie. Après, on peut essayer de gagner des parts de marché, mais entre guillemets, mais ça sera difficile, et il faudra progressivement nous faire connaître. Je pense que ça n'arrivera pas non plus comme aux États-Unis, où il y a vraiment une prise d'importance des médias alternatifs, comme on a pu le voir. Parce qu'en France aussi, il y a une tradition d'un pouvoir fort, un pouvoir centralisé et un pouvoir qui subventionne. Donc les médias classiques continueront à survivre grâce aux subventions de la France. Et puis en plus, ils feront tout pour essayer d'évincer, on va dire, les médias alternatifs. Et donc ils vont avoir plus de mal en France à progresser dans le milieu médiatique. Mais c'est un devoir pour nous, j'imagine. Vous êtes le premier à le savoir. Et il faudra progresser progressivement au niveau de toutes les générations. Les médias alternatifs ont en face d'eux un énorme média qui est en fait l'État, qui possède France Télévisions, par exemple, qui possède France Culture, qui possède France Inter, qui possède RFI. En fait, si on fait la somme de toutes les audiences étatiques, on dépasse 28%. C'est-à-dire les plus grosses audiences sont faites en fait par des médias d'État, et personne n'a l'air de trouver que démocratiquement c'est un peu bizarre que l'État français soit celui qui possède l'outil technologique le plus fourni, puisque avec toutes les structures de radiodiffusion et de télédiffusion, qui possède des chaînes avec des audiences cumulées absolument remarquables. Et est-ce que le véritable adversaire des médias alternatifs, c'est l'ensemble du paysage médiatique avec cette concurrence, y compris avec des acteurs privés, même subventionnés, comme Le Monde, Le Figaro, Libération, ou est-ce que c'est véritablement l'information d'État, sachant que Macron avait même imaginé pendant le Covid d'avoir un label qui permettrait de déterminer quelle est la bonne ou quelle est la mauvaise information, avait poussé à la création d'un conseil de déontologie journalistique qui aurait permis d'éliminer ceux qui ne disaient pas la vraie vérité vraie selon le ministère de la Vérité. C'est vrai que c'est l'État... Ma question est un peu téléphonée, j'en ai bien conscience. Pas de souci. C'est un gros adversaire qu'est l'État. En fait, je pense que ça vient vraiment de notre culture. C'est-à-dire, les Français, eux, ont construit l'État. L'État a beaucoup donné pour les Français. Il y a eu beaucoup de guerres, etc. Donc, les Français ont naturellement, au début, confiance en leur État et donnent beaucoup d'importance à leur État. Ce qui n'est pas le cas des Américains, comme je disais tout à l'heure, qui, eux, justement, au contraire, se méfient et essaient de réduire le plus possible l'État. Donc, ça va être une bataille qui est très dure. C'est pour ça que je pense qu'évidemment, que le principal ennemi, ça va être l'État et ses médias, comme vous dites, publics. Évidemment, aider, parce que du coup, c'est caché. En fait, ils essaient de cacher une certaine pluralité de médias, mais en disant qu'il y a les médias publics et il y a les médias qui sont subventionnés. Donc, je rappelle que je suis en train de recevoir Baptiste Navarro et Mathéo Leroy de l'ICEP pour parler du colloque de l'ICEP sur le grand débat des médias qui aura lieu le 25 avril 2025, et que tout à l'heure, avec l'addition, nous recevrons Xavier Aimant. Reparlons du deuxième thème que vous avez voulu aborder dans votre colloque, qui est le thème de l'écologie. Donc l'écologie, c'est vaste, c'est aussi bien la consommation de viande, la possibilité de faire un barbecue, a-t-on le droit d'allumer des feux de cheminée, est-on climato-sceptique quand on a l'impression qu'il fait chaud ou qu'il fait froid. C'est un thème extrêmement vaste. Ce que vous voulez pointer exactement avec cette table ronde, qu'est-ce que c'est ? Le fait d'avoir pris l'écologie comme thème, c'est très vaste comme vous le dites, mais ça va nous permettre de traiter beaucoup de sujets au cours de cette table ronde, que ce soit sur l'énergie, sur la transition écologique, sur le réchauffement climatique. Le but, c'est vraiment d'aborder ce thème avec quel est le rôle des médias dans la diffusion d'informations à propos de l'écologie. Est-ce que c'est un rôle moralisateur ? Est-ce que c'est un rôle d'information ? Le vrai thème, c'est ça, c'est les médias avant l'écologie. C'est comment les médias traitent l'écologie et comment ils devraient le traiter. On a l'impression dans ce que vous dites qu'il y a d'une part une masse d'informations à recueillir et à transmettre, et il y a à côté la formation de l'opinion, et que votre hypothèse, c'est que une partie des médias sont moins en train de transmettre de l'information que de former une opinion. C'est totalement ça. C'est vrai que quand on regarde, on parlait tout à l'heure du service public. Sur le service public et dans les médias donc de l'État, le thème de l'écologie est abordé avec un seul biais. Et le biais est assez c'est un parti pris. Aujourd'hui, l'écologie est clairement dominée par la gauche, pas seulement au niveau des médiatiques, mais également politique, etc. La droite ne s'est pas appropriée. Pourtant,
l'écologie, on sait très bien, est née à droite, mais la droite a laissé l'écologie à la gauche, même surtout au niveau médiatique. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter une nouvelle vision, c'est-à-dire la vision de la gauche qu'on ne renie pas. Hein. La gauche a aussi le droit de défendre l'écologie, c'est pas du tout le problème. Comment ça, la gauche a des droits? Non, je plaisante. Et la gauche a des droits. La droite, en tout cas, défend ceci. Mais la droite aussi a également le droit d'apporter son opinion sur l'écologie, notamment d'avoir une écologie, on va dire, plus réaliste, qui est fonctionnelle et qui n'est pas juste pour pouvoir satisfaire dans des petits salons quelques personnes sur de l'idéologie, voilà, tout simplement. C'est pour ça aussi, hier, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux que le Rassemblement national avait organisé une conférence avec André Cotarac pour parler justement du localisme, qui est la théorie de l'écologie de droite, et qui est un peu boycottée par tout ce qui est dit médias traditionnels. Enfin, boycotté et d'un point de vue politique, même attaqué, où on explique que le localisme n'est que le phoné du nationalisme, autrement dit du nazisme, selon les biais médiatiques habituels, où une fois qu'on a réussi à accrocher le bon mot, on n'a même plus besoin de dérouler tout l'argument. Cette question de l'écologie, elle est effectivement fascinante, parce que donc il y a le localisme, et on sent qu'il y a un appétit des Français pour le manger local. La marque Qui c'est le patron, par exemple, fonctionne très bien. Donc c'est cette marque qui permet de verser une meilleure rémunération aux producteurs primaires. Les circuits courts ont la faveur de tous les Français. Pourquoi est-ce que l'écologie est à ce point-là préemptée par la gauche et défendue par la gauche, et où chaque fois qu'il y a une idée écologique qui paraît avancer, si elle n'est pas bien estampillée, les médias rechignent à en parler? En fait, quel est le projet médiatique qui consiste en permanence à ne pas rendre compte de ce qui se passe, mais à vouloir former une opinion? Moi, je pense que c'est très simple. C'est que la gauche est très forte en marketing. Elle a toujours été meilleure que la droite en général en marketing. Et elle sait vendre des projets. Et en réalité, l'écologie est un projet aujourd'hui. Les jeunes générations et même les plus anciennes ont conscience que l'écologie est la santé. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'écologie, ça fait partie d'un tout. C'est pas uniquement le CO2, le bilan carbone. C'est également la santé et c'est tout notre environnement, l'environnement qu'on voit. Pas simplement un environnement qu'on imagine au pôle Nord. Donc la gauche s'est approprié ce combat afin de faire passer ses idées. C'est simple, c'est la fameuse phrase du melon, du melon, qu'est-ce que je dis, de la pastèque, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Ils s'approprient des idées pour pouvoir faire avancer leur agenda. Et aujourd'hui, malheureusement, il maîtrise plutôt bien ce sujet. Alors, vous disiez qu'il allait y avoir Claude Cholet de Logim qui a publié récemment un petit ouvrage justement sur l'analyse des écoles de journalistes, donc où on voit bien que la gauche est dominante dans les médias au point que la plupart des écoles de journalistes en fait sont aux mains de personnes qui se réclament très ouvertement d'une idéologie de gauche, qui sont affiliées à des partis de gauche, et donc qui forment des corps de journalistes qui volens-nolens vont devenir de gauche et donc vont reproduire un discours qu'ils ont appris. Et comment est-ce qu'on peut lutter à la racine contre cette mainmise de la gauche dans l'apprentissage médiatique? Et la première chose, c'est pour lutter contre cette mainmise, il faudrait donc développer des écoles de droite qui proposent du journalisme. Exemple, l'ICEP, qui permet, c'est incroyable. Permet tout se déroule aux jeunes étudiants de se former aussi dans le domaine médiatique. Alors parlons de l'ICEP justement. Donc, quelle est la proposition éducative de l'ICEP en la matière? L'ICEP, ça permet, propose de former les cadres de demain, les dirigeants de notre future société, et donc que ce soit dans le thème médiatique, le journalisme, politique, mais aussi dans le domaine privé. Et donc l'ICEP, si je prends mon cas, m'a permis de me former sur tout ce qui est médiatique et aussi politique. Et donc c'est une école qui est très très bonne, si je peux me permettre. Et puis simplement, l'ICEP est parti d'un constat qui est visible de tous. C'est que la gauche a pris aussi le contrôle de la France par le fait qu'elle a pris des positions de cadre. On le voit avec les juges, on le voit avec les avocats, on le voit avec les journalistes. Et en fait, la gauche s'est immiscée dans tous ces domaines afin de prendre un espèce de contrôle et presque imposer une dictature molle, qu'on pourrait appeler comme ça, et donc d'imposer son idéologie à toute la France, et notamment par les professeurs. On l'oublie très souvent. Nos jeunes sont constamment bercés, moi, on est tous passés par là, bercés d'idéologie depuis l'enfance. Et donc l'idée, tout simplement, c'est l'ICEP, c'est de proposer des cadres de droite qui visent le bien commun et qui donc va remplacer progressivement les anciennes générations de gauche par des générations qui, elles, sont plutôt
conservatrice, ou en tout cas dans le grand domaine de la droite, je dirais. Alors, aux États-Unis, on a en ce moment une cour suprême qui est constituée majoritairement de juges réputés conservateurs, ce qui n'empêche pas Donald Trump de temps en temps s'énerver parce qu'il ne l'obéit pas au doigt et à l'œil, mais avec des changements considérables, comme par exemple la remise en cause de tout ce qui est diversité, équité, inclusion, la remise en cause des quotas, enfin bref, autrement dit, des victoires idéologiques de la droite. Ils ont mis 40 ans à fonder une école législative avec suffisamment de gens courageux pour s'engager dans cette voie du conservatisme et essayer de faire carrière dans un écosystème malgré tout beaucoup plus libre qu'en France, c'est-à-dire avec des fondations privées qui peuvent subventionner des bourses, comment s'appelle, des milliardaires ou des millionnaires qui donnent de l'argent au système universitaire. En France, tout est verrouillé par l'État. En fait, il y a très très peu de facultés privées. Vous êtes l'une des rares, avec aussi l'IPC, la FACO, et on a en ce moment en fait une mainmise de l'État sur l'ensemble des outils de reproduction du pouvoir, en fait. Et est-ce que il y a malgré tout un espoir ? Oui, totalement. En fait, c'est une grande différence avec les États-Unis, pour moi en tout cas, c'est que les États-Unis, le combat culturel s'est fait avant le combat politique. En France, c'est pas possible. En France, les deux combats doivent se mener ensemble. Il doit y avoir un combat culturel, c'est évident. Il faut changer la vie le positionnement de la population, mais il faut également un combat politique. On le voit avec le RN, on le voit avec même Reconquête, avec IDL de Marion Maréchal. Et donc, l'idée, c'est vraiment de combattre sur les deux fronts pour pouvoir aussi prendre le contrôle de l'État et pour pouvoir changer les choses par le haut. Les deux devront se faire, sinon en France, on n'y arrivera jamais. Mathéo Leroy, revenons à ce colloque de l'ICEP, donc le débat des médias, et sur la première table ronde, le rôle grandissant des médias alternatifs, l'opinion publique fait-elle toujours confiance aux médias traditionnels ? Vous allez appuyer l'animation du débat sur des chiffres d'audience, sur la manière dont on voit que des populations basculent ou ne basculent pas d'une consommation en ligne de la télévision vers une consommation au contraire délinéarisée sur YouTube. On va utiliser donc déjà des statistiques, comme vous dites, mais on va aussi utiliser des faits qui se déroulent tous les jours, avec par exemple là, la fermeture de C8. Et pour autant, on a vu après que Touche pas à mon poste de l'émission de Cyril Hanouna était toujours en top tendance, malgré le fait qu'elle était sur YouTube ou sur Dailymotion. Donc on va vraiment utiliser des stats, des faits, et puis l'expérience des journalistes qui seront présents le jour J pour nous donner leur avis et essayer de nous expliquer. On va essayer de comprendre pourquoi ce changement de sociologie, de typologie de médias. Alors, si je vous interroge, vous, en tant que Mathéo Leroy, sur votre propre pratique de l'information, qu'est-ce que vous écoutez ? Alors, moi, j'ai la chance avec l'ICEP, du coup, de pouvoir regarder tout type de journaux, en fait. Que ce soit traditionnel via les abonnements, que ce soit alternatif, j'ai eu la chance de participer plusieurs fois à des émissions sur Radio Courtoisie, notamment, mais aussi de regarder sur TV Liberté, sur Frontières, qui a sorti son application. J'utilise aussi Le Figaro. En fait, j'essaye d'appliquer ce que je souhaite. Simplement que tout le monde fait. Ouais. Que tout le monde fasse. Vous panachez, quoi. Voilà. Et donc l'idée, c'est que là, pour le moment, il y a d'un côté une espèce de dictature médiatique où les médias alternatifs sont réputés sentir le pâté, si j'ose dire, et les autres sont au contraire fleurbon la rose. Vous considérez que en fait, il y a quelque chose à prendre partout. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est très important pour moi de pas s'enfermer parce que ça a été leur erreur. Aujourd'hui, les médias qui sont les médias courants, eux se sont enfermés, et nous, c'est à nous de ne pas répéter cette erreur. Donc, il ne faut pas non plus s'enfermer dans les médias alternatifs, il faut avoir plusieurs voix. Moi, je regarde des médias dans le dessous des cartes de Arte, etc. Et c'est important d'avoir deux visions. Alors oui, c'est sûr que c'est une vision, on va dire, qui est avec un biais. Mais tout le monde a un biais en réalité. Même Radio Courtoisie, TVL ont des biais. Mais c'est pas grave, parce que l'idée, c'est de se faire son propre avis. Alors, je sais que ça demande du temps, que c'est difficile. Mais l'idée, c'est vraiment essayer d'avoir un certain pluralisme. C'est ce qu'on défend avec l'ICEPien. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé d'inviter aussi des journalistes de gauche et des journalistes du centre pour pouvoir discuter et enfin se construire son propre avis, comme normalement devrait tout bon citoyen français. C'est sûr, une fois qu'on est au courant qu'il y a le biais, il faut passer outre le biais, et pour cela, il faut prendre les informations nécessaires. Il faut prendre les informations et se faire son propre avis, comme disait Baptiste. Alors, après le colloque, qu'est-ce qui se passe ?
Alors après le colloque, déjà, il faut savoir qu'en tant qu'étudiant de l'ICEP, là, à partir de cette période-là, on part tous en stage. Donc sur le lycépien, ça va être un peu plus calme normalement. Mais après, écoutez, continuer le combat médiatique dans nos carrières futures. Et puis promouvoir l'ICEP afin de former des cadres de droite. Ça fait plusieurs fois que vous parlez de l'ICEPien, donc c'est un journal en ligne, c'est un journal papier? C'est un journal en ligne, enfin c'est un média étudiant, donc une petite structure, hein, présente sur YouTube avec des interviews, des reportages inédits et avec des rédactions d'articles qu'on poste sur nos réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur notre page Twitter. Et donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, par rapport au colloque, si jamais, pour s'inscrire, le lien est dans notre biographie Instagram. Et donc, vous pouvez... Alors, le fait que votre lien soit dans une biographie Instagram, ça va parler sûrement à tous ceux qui fréquentent Instagram. Comment est-ce qu'on fait pour venir au colloque si jamais, par hasard, on n'est pas absolument familier avec les bios Instagram? Alors, il faut déjà préalablement s'inscrire via un site internet. Et sinon, vous pouvez venir le jour J, au 8 rue d'Athènes, vous inscrire. Donc, c'est entre 18h et 23h, le colloque. Donc, n'hésitez pas à venir plus tôt, parce que les places sont comptées. Le nombre de places est limité. Donc, c'est quand même mieux de réserver en ligne pour être sûr d'avoir sa place. Alors, la bonne adresse pour réserver en ligne? Donc, c'est... je vous donnerai le lien parce que c'est un lien, je n'ai pas le lien. Mais sinon, si je tape colloque de l'ICEP, je tombe facilement dessus? Oui, vous tomberez sur nos publications, sur nos réseaux sociaux et le lien est dans la description. Voilà, donc le colloque de l'ICEP, c'est le 25 avril à Paris, un vendredi, et vous pouvez vous inscrire et surtout, vous pourrez entendre les gens qui font la contre-information en France vous raconter comment ça marche et comment ça pourrait marcher mieux. Merci beaucoup Mathéo Leroy, merci beaucoup Baptiste Navarro. Merci à vous.